Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Salut Fanny, comment tu vas? Salut, écoute, ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Je suis très contente de pouvoir faire cet entretien, cette discussion pendant l'événement Product Corp. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Très bien, je m'appelle Fanny Guélin, je suis senior product manager chez Miracle. Depuis plus de 3 ans, je travaille sur des sujets de gestion de catalogue et d'onboarding des vendeurs sur des marketplaces. Et assez récemment, j'ai piloté le lancement du Miracle Catalog Transformer, qui est le premier produit de Miracle qui intègre de la Gen AI. Et justement, il me semble que c'est ce sujet, que tu vas, aborder aujourd'hui, lors d'un atelier table ronde. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quel est, le sujet, et pourquoi tu as décidé, d'en parler? Exactement, donc j'ai été, invitée, à cet événement pour, parler d'un sujet qui est comment intégrer l'intelligence artificielle dans nos produits et ce de façon stratégique, utile et responsable. C'est vrai que l'IA est partout en ce moment, mais la réalité produit, elle est un petit peu différente. C'est de la gestion de projet assez différente de quand on fait du software, classique et c'est quelque chose qu'on a vécu de l'intérieur, nous, chez Miracle. Et il y a 2 ans, on m'a demandé donc de commencer à travailler sur, ce produit, qui intègre l'IA générative et ben, en fait, c'est vrai que, il y avait pas grand-chose comme ressources, à l'époque sur la méthodologie produit, qu'est-ce que ça change de gérer un produit d'IA? Et c'est vrai que du coup, ça me motive beaucoup à prendre la parole, pour essayer de donner les conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, il y a plus de 2 ans maintenant. Tu peux nous en dire plus justement sur, ce projet, sur lequel tu as travaillé? Carrément. Donc en fait, le Miracle Catalog Transformer, c'est, un produit qui permet à des vendeurs de transformer leur catalogue au format qui va être attendu sur le site sur lequel ils veulent vendre. Donc en fait, on va utiliser de l'intelligence artificielle, générative, donc la Gen AI et du machine learning pour catégoriser les produits, extraire les attributs depuis des images ou depuis des descriptions, faire de la réécriture pour que ça soit plus SEO friendly, par exemple. Donc c'est vraiment un produit d'IA qui utilise plusieurs technologies qu'on met au service des vendeurs afin qu'ils puissent plus facilement publier des produits en ligne sur les marketplaces Miracle. OK, et du coup, typiquement, les vendeurs, tu peux donner des exemples? Ça peut être, typiquement, ça pourrait être Decathlon, un vendeur et qui justement veut mettre Mmh. en avant ces produits-là, c'est ça? Exactement, bah, on peut prendre l'exemple, d'un vendeur qui vendrait des chaussures. Donc par exemple, quand il va vouloir vendre ses chaussures sur Decathlon, lui, il va avoir ses chaussures dans un Excel la plupart du temps et quand il va vendre sur Decathlon, Decathlon va lui demander: «Ben, je voudrais que tu mettes la couleur dans ton titre en premier et ensuite le sport, auquel vont servir les chaussures». Donc du coup, le vendeur, il va devoir retravailler sa donnée initiale pour que ça colle à ces demandes de Decathlon et ensuite, si notre vendeur, il veut aller vendre des chaussures sur un autre site internet, une autre marketplace, cette marketplace-là, elle va avoir des demandes différentes vis-à-vis de la donnée produit et ça veut dire que notre vendeur, à chaque fois qu'il veut vendre sur un nouveau canal de vente, il faut qu'il retravaille tout le temps sa donnée et ça prend beaucoup de temps. En moyenne, c'est 28 jours pour, publier un produit pour un vendeur à cause de toutes ces modifications qu'il faut faire, cet ajustement permanent et du coup, nous, on s'est dit qu'avec, la technologie aujourd'hui, c'est un super use case, en fait, pour, ben, générer du texte, faire de l'extraction, de la catégorisation de produits et in fine, faire gagner du temps à nos vendeurs. Et il y a une raison, pour laquelle c'était ce sujet de, catalogue management, que vous avez priorisé pour, mettre de l'IA générative ou, c'était une opportunité? Enfin, comment, vous avez, priorisé ça, au sein de Miracle? Alors, du coup, nous, c'est vrai que, l'onboarding des vendeurs, c'est vraiment un gros caillou dans la chaussure. On sait que c'est quelque chose qui nous embête et qui va pas assez vite. Donc on sait que c'est quelque chose qui a un impact business très fort pour nos clients parce qu'en fait, tout le temps qu'un vendeur passe à s'onboarder, il le passe pas à vendre. Du Mmh. coup, c'est du business qui n'est pas généré et surtout, en fait, en voulant aller vite, généralement, ils vont le faire un petit peu mal. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller à l'essentiel et ça impacte la conversion à la fin. Donc on a vraiment un vrai problème utilisateur, parce que c'est painful pour les vendeurs, et un impact de GMV pour nos marketplaces. Pourquoi on a pris ce use case-là? C'est aussi parce que
depuis longtemps, donc ça fait déjà depuis 4 ou 5 ans qu'on utilise des algorithmes de machine learning sur le catalogue chez Miracle pour faire de la catégorisation de produits, pour, faire, des, suggestions de mapping entre un fichier qui rentre, un fichier qui sort. Donc on avait déjà une petite expertise autour de la donnée catalogue et surtout, quelque chose qui est très important dans les projets d'IA, on avait des données historiques, sur donc des fiches produits, des données historiques étaient suffisantes pour construire une ground truth. La ground truth, c'est très important dans les projets d'IA. C'est un jeu de données de référence qui va être annoté et qui va servir à entraîner le modèle et à l'évaluer aussi. Et du coup, d'avoir ça chez nous, c'est aussi un vrai avantage et quelque chose qui nous a poussés dans cette direction et on s'est dit: «Bon, bah, on a un problème business. Côté techno, les LLM, les VLM, ça marche plutôt bien et en plus, on a de la bonne donnée d'entraînement en interne, donc on va prioriser le use case». Quel a été l'enjeu justement de travailler sur ce produit et en intégrant justement, tous ces enjeux, autour de l'IA générative? Hem, il y en a beaucoup. Si je devais en retenir un, c'est vraiment la collaboration. Hem, Quand on travaille sur un produit d'IA dans une entreprise dont c'est pas le corps de métier, tout de suite, on doit faire cohabiter des équipes qui n'ont pas forcément les mêmes cultures. Les ingénieurs software, ils sont très habitués au déterminisme, donc ils veulent des choses qu'on peut tester, qui sont stables. Les data scientists, ils travaillent avec des méthodologies de travail qui sont très différentes. Ils itèrent très vite, il y a des modèles qui évoluent en permanence, ils font beaucoup de proof of concept, donc ils ont beaucoup de phases exploratoires, chose qu'on a beaucoup moins, côté software et donc ça, en fait, quand on commence à mettre tout le monde autour de la table, les product managers, data engineers, data scientists, le légal, la stratégie, enfin le leadership aussi parce que c'est vrai que l'IA, c'est un vrai sujet, donc il y a des enjeux stratégiques. Donc quand on met tout ce monde-là autour de la table qui parle pas la même langue, qui a pas les mêmes méthodes de travail, ça crée des incompréhensions sur, les priorités, les délais, la manière de valider un livrable. Il y a un peu des décalages entre les attentes. Donc je pense que vraiment cet enjeu de collaboration, il est hyper important parce qu'on peut avoir les meilleurs data scientists du monde, si on n'a pas la bonne équipe autour qui met ça dans un produit, qui arrive à en parler convenablement, beh, finalement le produit va pas marcher. Donc il y a des vrais enjeux, d'alignement, de langage partagé, de partager l'information, être sûr que tout le monde comprend la même chose et ça en vrai, il y a pas de secret, c'est de l'alignement hyper fréquent et mettre un peu les mains dans le cambouis, si je peux dire. C'est-à-dire que, ben, les développeurs, les product managers, c'est tester son algorithme d'IA. Nous, par exemple, chez Miracle, on testait des catalogues. Donc on avait un système où on mettait nos catalogues de tests dans un drive, ils se faisaient transformer, ils ressortaient et en fait, bah, bêtement, on venait annoter en disant: «Bah, pourquoi il s'est passé ci? Pourquoi il s'est passé ça?» Et vraiment en tant que product, comme quand on teste une feature, de développeur, beh, là, on testait nos algos d'IA et c'était assez collaboratif. Le leadership pouvait avoir accès au feedback pour regarder ce qui se passe, mieux comprendre ce à quoi on fait référence. Donc il y a, voilà, des vrais enjeux de coordination Mmh. et de collaboration parce que c'est des sujets qui sont hyper nouveaux pour tout le monde Ouais. et c'est vrai qu'il faut, toujours faire attention à bien être aligné, c'est pas aussi facile que ce qu'on fait d'habitude. Et est-ce que, du coup, il y a eu comme une espèce de cellule au sein de Miracle où, il y a vraiment une équipe, réduite, PM, data et cetera qui a été focus, sur ce sujet-là et un peu comme, indépendante, du reste? Ou vraiment ça a été intégré dans, les process, et dans les équipes, du quotidien? Alors historiquement, chez Miracle, on a une équipe data déjà depuis longtemps. Donc quand on faisait du machine learning plutôt simple, c'était vraiment un peu au projet. Donc on pitchait, les data scientists faisaient les modèles, on se mettait d'accord sur comment on se communique les résultats et après, eux, ils passaient à autre chose. Là, pour ce projet-là, ça a été un petit peu différent parce qu'il y avait un vrai enjeu de go-to-market qui devait être rapide. Donc on a fait une petite task force où il y avait donc design, produit et engineering et en fait, les data scientists nous ont briefés. Ils nous ont dit: «On peut faire ça, imaginez à quoi ça ressemble». Donc on s'est pas trop parlé au début. Ensuite, quand on a vu que ça commençait à prendre et qu'on a décidé d'investir sur ce projet, il y a une équipe de data science qui s'est construite, donc dédiée, à ce projet-là. Ils ont chacun des expertises, donc il y en a qui vont être plus images, d'autres qui vont être plus modèles, d'autres plus entraînement et moi, je suis vraiment restée dans ma squad
d'engineering, classique. Donc c'est-à-dire, par exemple, je vais pas au daily de la data. Mais on n'a pas de PM côté data, c'est vraiment, un peu hybride encore pour Ouais. le moment. Donc on travaille vraiment en très étroite collaboration, mais je ne suis pas intégrée dans l'équipe. Pour autant, eux, vu que c'est un très gros projet chez Miracle, ils sont vraiment 100 dédiés, sur ce sujet-là et moi, je reste dans ma squad produit, donc je fais ce produit-là et d'autres, features à côté un peu plus classiques. Et justement, vu que tu peux comparer entre les 2, est-ce que, tu t'es rendu compte de certaines, questions à se poser, en tout cas de prise de recul sur, à quel moment c'est pertinent de penser à intégrer de l'IA, dans une fonctionnalité, ou parfois c'est pas pertinent et du coup il faut se le dire et ne pas le faire même si on voit un peu le shiny object, on dit qu'on veut le Mmh. mettre partout, potentiellement ça fait pas du sens non plus de le mettre partout. Je pense que c'est une vraie question que tout le monde se pose parce que, on voit l'IA partout, on a l'impression que tout le monde fait de l'IA, donc il y a un peu, ce stress de nous aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut un peu revenir aux fondamentaux. Moi, mon conseil, ce serait de commencer par se poser la question de: «C'est quoi le gain business mesurable pour vous ou pour vos clients?» Faut jamais oublier que, c'est un produit que vous risquez de vendre, nous dans notre cas, ou qui va optimiser des process internes, c'est aussi un autre use case qui est possible, mais à la fin, c'est le ROI qui compte. Nous, nos clients, ils s'en fichent de la solution technique, ils s'en fichent de quel modèle on utilise, ils veulent juste quelque chose qui marche. Donc bon, nous, chez Miracle, on a vraiment intégré de l'IA là où il y avait un gain opérationnel, réduire des tâches manuelles, améliorer la qualité des données, accélérer la mise en ligne des produits. Et la deuxième question, c'est: est-ce que la solution sans IA, elle est OK? Est-ce qu'elle marcherait? Donc toujours comparer, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA? Qu'est-ce qu'on peut faire sans? Chez nous, la solution concurrente qu'on avait pour adresser ce besoin, c'était une solution de mapping, donc c'est quelque chose d'assez simple. On prend un fichier en entrée, on prend un fichier en sortie et on fait des correspondances entre des colonnes. Ça, déjà, on passait de 28 jours à 15 jours d'onboarding. On a mis un petit peu de recommandations IA dans cet outil de mapping, on passait à 11 jours. Donc on avait déjà bien amélioré, mais on a vraiment vu qu'avec la technologie, on pouvait encore diviser, et descendre ce temps à 1 jour. Donc on s'est dit: «Bon, là, on a un vrai gain, on va le tenter» et en plus, c'est quelque chose qu'on pourra vendre. Donc voilà, vraiment la deuxième question, c'est: est-ce que déjà, j'ai un gain business? 1. Est-ce que ma solution sans IA, elle suffit ou pas? Et je dirais que la dernière question, c'est: est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que ça va peut-être pas marcher tout le temps super bien, 100 du temps? Est-ce que vous êtes prêt à assumer les limites? On travaille avec une technologie qui est encore très jeune, qui n'est pas parfaite, donc si votre produit l'utilise, il va pas forcément être parfait. Et moi, je milite beaucoup pour que, en IA, on n'ait pas peur de pousser des produits qui sont pas parfaits. Un produit, surtout en IA, il a pas besoin d'être parfait pour fonctionner. Hem, voilà. Est-ce que vous êtes prêt à assumer les limites et à assumer le fait que vous allez pas tout de suite sortir une feature parfaite? Est-ce que, tu aurais justement un conseil, à partager aux PM, PMM, qui nous écoutent face, à ce challenge d'intégrer, de l'IA, générative, dans un produit ou dans une fonctionnalité en particulier? Du coup, si vous êtes sûr que vous avez un bon use case, mon conseil, c'est de commencer petit, d'itérer vite et sur un vrai besoin, comme je l'ai dit. Donc vraiment commencer petit et itérer vite, c'est très important de mettre votre, concept, votre produit, votre feature sur le marché le plus rapidement possible. Vous pourrez jamais imaginer, tous les cas. Vous travaillez avec quelque chose qui est non déterministe, c'est-à-dire que, en fonction de ce que vous allez mettre dedans, en fonction du contexte qu'il va y avoir, ce qui va sortir de la feature, ce qui va sortir du produit va changer. Donc le fait de le mettre dans les mains des utilisateurs, vous allez déjà de pouvoir tester beaucoup plus de cas et en plus de ça, vous allez très vite voir si c'est un bon use case ou pas. Il faut pas oublier que construire un produit d'IA, ça coûte cher en ressources, donc que ce soit du compute, en call API pour, OpenAI, mais aussi en ressources humaines. Les data scientists, c'est une ressource qui est rare sur le marché aujourd'hui, qui est très chère. Donc le fait de commencer petit et de valider vraiment votre problème métier et de le valider avec de la vraie donnée client, ça va vous permettre de très vite voir si c'est une bonne idée ou pas. Et si jamais c'est une bonne idée, vous allez tout de suite avoir les bons retours pour, itérer rapidement
sur ce que veulent vos utilisateurs. Et je voulais partager un article que j'ai lu, ce matin, que j'ai trouvé assez pertinent par rapport à cette question, qui parle de la hype loop et ce qui se passe quand ton produit, il a du sens que quand tu dis, «Ça va marcher quand il y aura le prochain modèle» ou «Quand on aura la prochaine génération de LLM, alors mon produit va marcher». C'est construire un produit en partant du principe que le prochain modèle d'IA va régler ce qui fonctionne pas encore très bien dans ce qu'on est en train de faire. Considérer qu'aujourd'hui, les gens n'utilisent pas ton produit parce qu'ils s'intéressent pas assez à l'IA ou parce qu'ils savent pas l'utiliser. En fait, quand on construit ce genre de produit, typiquement, c'est des produits qui vont ressembler à des démos plus qu'à un vrai outil, où on va devoir partager des screenshots parce qu'on a du mal à vraiment prouver la valeur. Et pour éviter ça, il faut se demander: «Est-ce que si demain l'innovation en IA, elle s'arrête, est-ce que mon produit, il a toujours de la valeur?» Et ça, je trouve que c'est une question qui est très intéressante à se poser, de se dire, finalement: «Mon produit, est-ce qu'il bénéficie des avancées de l'IA? Si oui, eh ben, c'est bien. Mais surtout, si demain tout s'arrête, est-ce que mon produit a encore de la valeur? Ou est-ce que vraiment mon produit, il repose sur la hype, il repose sur, tous ces nouveaux modèles, tous les fantasmes un peu qu'on projette sur l'IA?» Et si la réponse c'est, si demain tout devait s'arrêter et qu'on s'arrêtait à ce modèle de GPT, ça continue de marcher, alors là, vous êtes en train de construire quelque chose d'utile et vous êtes pas en train de surfer sur la vague. Donc toujours se demander, si demain tout s'arrêtait, est-ce que mon produit serait toujours utile? Et si la réponse c'est oui, ben, du coup, il faut continuer à itérer avec des vrais clients. Et c'est vrai que parfois, avec tout le rythme effréné de la recherche scientifique et cetera, on est très tenté d'aller voir tous les nouveaux modèles, toutes les nouvelles techno. Mais finalement, ce qui compte vraiment, c'est qu'on fait du produit et que si notre produit, il sert à rien, personne ne va l'utiliser, même si vous avez mis le dernier, modèle, de j'en sais rien, de DeepSeek ou d'OpenAI à l'intérieur. Donc back to basics, est-ce que je résous un vrai problème ou pas? Pour moi, c'est la question de base, même quand on fait de l'IA. Dernière, question pour terminer, justement par rapport à cette nouvelle fonctionnalité, à ce projet en particulier sur lequel tu as travaillé de catalogue management. Est-ce que, ça, a changé, la manière dont vous avez fait le go-to-market, pour justement onboarder vos clients, les vendeurs sur cette nouvelle, technologie ou, pas tellement? Oui, ça a changé, beaucoup de choses. Si je reprends un petit peu les, différentes étapes, sur la discovery, on a beaucoup appris autour du design. On s'est un peu trompé en se disant, «L'IA va tout faire, l'IA est magique». On s'est un peu pris les pieds dans le tapis et en fait, on s'est rendu compte que quand on utilise de l'IA, la boîte noire, ça marche pas. Il faut expliquer ce qui se passe, d'autant plus qu'on travaille avec quelque chose qui n'est pas déterministe. Donc il faut être assez honnête vis-à-vis de ses utilisateurs par rapport aux limites, par rapport à, «Si tu me donnes tel type de fichier, ben, ça va pas très bien marcher, donc ne t'attends pas à ce qu'on fasse des miracles». Donc vraiment cadrer dans l'interface qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, donner des recommandations, des bonnes pratiques, expliquer à chaque étape ce qu'on est en train de faire. Donc ça, vraiment très important sur la phase de discovery et de build, on va dire, en design. En delivery, ben, vraiment, c'est du l'agile, sous stéroïdes. Donc c'est vraiment, on itère hyper vite, prendre des retours, itérer tout de suite, ne pas avoir peur que quelque chose casse, ne pas avoir peur que quelque chose ne marche pas. Être vraiment en mode agile. Donc on prend les retours, on teste, ça marche pas, on jette, ça marche bien, on garde. Faut vraiment pas avoir peur d'être très, très, très agile et bon, bah, si ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose, on voit comment on ajuste. Et sur le go to market, alors là, c'est beaucoup d'éducation, et ça commence par l'interne. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte qu'on donnait pas assez d'éléments à nos équipes sales en interne pour pitcher, le produit et en fait, ce qui se passe du coup, c'est que les gens pitchent ce qu'ils croient comprendre de ce que fait l'IA Ouais. et du coup, en fait, ça, c'est hyper important parce que derrière, ça conditionne les attentes des clients qui vont tester le produit et en fait, du coup, si en interne, on n'est pas très clair sur c'est quoi la valeur, c'est quoi la techno, comment ça marche, ben, les personnes qui vendent le produit et je pense que c'est pas du tout une critique, c'est, nous, au produit, de bien expliquer ce qu'on fait, c'est quoi la valeur et au product marketing aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec ma PMM sur ça. On a beaucoup itéré
Donc voilà, bien expliquer, en interne ce que ça fait, parce que ça commence par là et la perception sur le marché de ce que vous faites, elle commence par comment les gens en interne expliquent votre produit. Je trouve, moi, ça m'a beaucoup aidé de travailler avec le product marketing, d'avoir quelqu'un qui regardait ce que faisaient les autres, comment ils en parlent. On avait un peu des peurs irrationnelles de se dire, «Non, mais on peut pas dire ça, c'est trop technique» et en fait, on s'est rendu compte que les autres, ils le font, donc pourquoi pas nous? Mmh. Donc voilà, beaucoup de communication en interne et beaucoup de communication avec son product marketing manager pour trouver le meilleur discours et probablement que vous aurez pas le bon discours tout de suite et c'est OK de changer, d'itérer, de préciser certains points, d'en retirer d'autres. Faut pas avoir envie de faire parfait au premier coup. C'est des choses qui sont nouvelles. Il y a très peu de bonnes pratiques sur le marché. Enfin, tout le monde parle d'IA, mais il y en a pas beaucoup qui scale et qui passent en prod. Donc je pense que c'est OK de se dire que le discours va vivre en même temps que le produit, quoi, finalement. Oui et comme tu disais, le plus important, c'est à ce moment-là, c'est aussi la transparence, Exactement. en interne de comment ça se passe, comment, vous avez travaillé, Mmh. qu'est-ce que concrètement ça fait, Mmh. et après en externe sur, à la fois ce qui marche et les limites Ouais. pour pas survendre et pas sous-vendre non plus, Ouais. la technologie et le produit in fine, quoi. C'est vrai que c'est un équilibre qui est dur à trouver, moi, si je prends l'exemple personnel, j'ai eu tendance à un peu, minimiser ce qu'on faisait et donc j'étais très, «Oui, attention, quand on fait ci, ça marche pas et Mmh. quand on met ce genre de fichier, ça marche pas non plus» et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'en interne, j'ai créé de la méfiance. Les gens, ils disaient: «Ouais, mais Fanny, quand on lui parle, on a l'impression que ça marche pas très bien». Mais après, en même temps, quand on a commencé à dire: «Bon, bah, on essaie de moins dire les choses qui marchent pas bien», on s'est retrouvés, avec des clients qui pensaient que ça allait être complètement magique et donc c'est vrai que, ben, c'est un équilibre très fin à trouver, et je pense que ça passe vraiment beaucoup par l'interne. Moi, par exemple, je fais des office hours, donc 2 fois par semaine, j'ai des sessions libres où toutes les personnes qui ont des questions sur le produit, mais ça peut être vraiment tout type de questions, autant sur la techno que sur l'usage, que sur, qu'est-ce que je peux dire ou pas quand je vends mon produit. Donc 2 sessions par semaine où les gens viennent poser des questions librement et en fait, on a trouvé que c'était un bon format pour permettre à n'importe qui de se sentir, honneur et responsable de ça. Donc ouais, un petit tips, ça marchait plutôt bien comme format. Ah, c'est un super conseil. Merci Fanny pour, ce retour d'expérience qui, je suis sûre va inspirer beaucoup de personnes qui se posent les questions sur, comment, développer, un produit IA, comment le communiquer dessus, que ce soit en interne, en externe, et je te souhaite, bah, bon courage pour, ton atelier tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci